petit peu d'aventure et d'astronomie aussi. Je dirais que c'est une des branches de l'astronomie les moins connues, et une des parties de l'histoire de l'astronomie les moins connues, puisqu'elle a été très courte. C'est les méthodes qui ont été utilisées par les aviateurs pour s'orienter pendant les traversées océaniques. Bien entendu, ces méthodes ont été beaucoup plus longues qu'on l'imagine, d'accord, puisqu'il y a à peine 20 ans, certains avions étaient encore équipés d'astrodomes ou de sextants. Ça peut paraître curieux, mais dans certaines régions du monde où l'infrastructure radio n'existait pas, ils n'avaient pas le choix pour traverser des étendues maritimes. Seule la partie astronomie permettait de recentrer les premières centrales inertielles, etc. On va y revenir. Donc, on va passer à la première image. Finalement, la navigation aux étoiles, c'est souvent lié, enfin, dans l'esprit des gens, c'est souvent lié à la marine. On imagine toujours le marin avec un sextant, un octant, enfin, un instrument qui est à droite, c'est l'octant. En fait, il y a eu deux catégories d'instruments principales pour s'orienter à la mer. C'était des instruments de mesure et en haut à gauche, des instruments qui permettaient de conserver le temps. Et tant qu'on n'a pas pu conserver le temps, on était tout à fait incapable de déterminer les longitudes. En fait, on y arrivait, mais avec des erreurs assez étonnantes. Si vous regardez les cartes anciennes, elles sont très fausses en longitude. Elles sont souvent très justes en latitude. On verra tout à l'heure dans les techniques utilisées qu'en fait, déterminer une latitude, c'est quelque chose c'est un jeu d'enfant. Par contre, les longitudes étaient difficiles à déterminer. Et il a fallu quand même attendre le milieu du XVIIIe siècle pour régler ce problème des longitudes avec le chronomètre de marine, enfin le chronomètre de Harrison en haut à gauche, c'était comme une grosse montre goussée, puisqu'elle faisait à peu près 13 cm de diamètre. D'accord ? Et c'est le capitaine Cook qui a fait le premier voyage avec une montre de ce type, qui était une copie. Ils n'ont pas pris le risque de prendre l'original. Bien sûr, il n'intéressait pas d'éloge au retour par rapport au chronomètre de marine. Il fallait bien entendu, vous imaginez qu'à bord d'un bateau, on ne peut pas mettre une horloge à balancier, ça poserait de sévères problèmes quand même. Les marins ont énormément utilisé les étoiles, et le jour où il s'est agi de traverser les océans avec des avions, eh bien, on n'avait pas d'autres ressources que d'utiliser aussi des étoiles. Donc en fait, le côté marine est vraiment très très connu, mais le côté aviation est beaucoup moins connu parce que ça posait des problèmes légèrement différents. On va essayer de voir ça plus en détail. Alors, je vais essayer de ne pas trop être long pour pas trop gréver votre soirée d'observation, mais on verra comment ça se passe en fonction du temps. Alors la première traversée océanique entre les États-Unis et l'Angleterre, enfin l'Écosse plutôt, l'Irlande, pardon, a été effectuée avant Lindbergh. C'est pas très connu. Hein. C'est Alcock et Brown qui ont les premiers traversé le 14 et 15 juin 1919 l'océan l'Atlantique Nord. Dans le bon sens, bien entendu, puisque les vents étaient dominants. Avec cette espèce d'engin, vous voyez, l'hypervenu, il fallait gonfler pour s'attaquer à l'Atlantique Nord avec cet engin-là. Vous avez peut-être un avantage, c'est que c'était un bimoteur, mais curieusement, la première traversée océanique ne s'est pas faite en utilisant les étoiles. Comme seul instrument de navigation, vous avez un compas, le compas que vous avez en haut à gauche, et un chronomètre. Donc ils avaient l'œil rivé sur le compas et sur le chronomètre, puisqu'il fallait changer les caps assez régulièrement. En fait, si vous tracez un trait entre deux points sur Terre, votre cap, si vous essayez d'aller le plus court possible, votre cap ne sera pas régulier, c'est-à-dire que votre ligne droite, de deux points à un autre, ne va pas couper tous les méridiens avec le même angle. D'accord ? Donc il va falloir sans arrêt, si on veut aller au plus court, corriger les caps de l'avion, comme pour les bateaux, hein, c'est la même chose. Alors ça a été toute une aventure, c'est moins connu parce qu'il n'avait pas le grand honneur d'être américain, donc c'est resté un petit peu tombé rapidement dans l'oubli. Et puis à l'arrivée, ils ont quand même un peu cassé leur avion, donc c'était moins glorieux que Lindbergh, ce qui fait qu'on n'a pas trop retenu ces deux-là, mais c'est un petit peu dommage parce que les vrais premiers explorateurs à avoir traversé l'Atlantique se sont eux. Alors, d'ailleurs, dans des conditions assez aberrantes, l'un d'eux a été obligé de marcher sur l'aile pour aller dégivrer avec son canif des
pupilles d'aileron, enfin, c'était qui commençaient à gibrer. Hein. Ils ont eu de très sérieux problèmes. Enfin, ils sont arrivés, d'autant plus que leur avion est tombé en panne dès le décollage. Mais enfin, ils ont traversé, et c'est vrai qu'on les oublie un petit peu trop souvent, donc c'était un petit clin d'œil à ces deux aviateurs. En fait, le plus connu, bien entendu, c'est Charles Lindbergh, qui a traversé, mais lui non plus n'a pas utilisé les étoiles, d'autant plus qu'à l'intérieur de sa cabine, je ne sais pas trop comment il aurait fait, c'était vraiment fermé, il était complètement fermé, il n'y voyait même pas devant. Si vous voyez ici, il y a un périscope en fait, vous voyez la tirette qui est là, d'accord, il y avait un petit périscope, il sortait un petit périscope pour voir devant. Autant vous dire que c'était assez folklorique pour essayer d'atterrir. Alors quand vous voyez les vieux films des atterrissages ou des décollages de ces aviateurs, vous avez l'impression qu'ils ne savent pas piloter. En fait, ils sont obligés de donner des coups de ballon, des coups de pied pour mettre leur avion en crabe pour voir où ils vont, tout simplement. Alors lui non plus n'a pas utilisé les étoiles, donc les premières traversées océaniques n'ont pas utilisé les étoiles. Il était muni d'un instrument assez fabuleux, ce qu'on appelait le compas pionnier. C'est les deux instruments en fait, enfin, l'instrument est en deux parties, qui est ici. C'était quelque chose d'assez fabuleux. Ils avaient mis une petite dynamo, d'accord, avec un induit qui tournait avec un effet Venturi avec le vent, c'est-à-dire le mouvement de l'avion. Et puis l'inducteur en fait était tout simplement le champ magnétique terrestre. Et suivant la position des deux balais de l'induit de la dynamo, on obtenait 0, quelques volts. Il suffisait donc de mettre un voltmètre hypersensible ici, et on savait, après avoir sélectionné son cap, donc Lindbergh, si vous voulez sélectionner son cap à l'est grosso modo, mettons qu'il est mis 90 degrés, il manœuvrait son avion de manière à ce que l'aiguille revienne au centre ici. Alors il suffit de nous dire que quand on ne voit pas devant, qu'on est au ras des flots, etc., il faut déjà arriver à le faire. Donc c'était hyper moderne comme système, et il pensait s'affranchir complètement de la navigation aux étoiles. Mais on s'est rendu compte qu'il a eu quand même une chance énorme, c'est que la météo a été conforme à ce qui était prévu. Si la météo l'avait obligé à changer de cap, il aurait probablement eu beaucoup plus de problèmes. Ceci dit, ça n'enlève rien à son exploit, d'autant plus que ne voyant pas vers l'extérieur, il y avait ici l'ancêtre de l'horizon artificiel, la position de l'avion en tangage comme ça était donnée par le niveau qui est là. Donc le malheureux, il a passé, je ne sais plus combien d'heures, on a oublié de le noter, l'œil rivé à ces trois instruments. Cet instrument-là, la vieille aiguille, pour essayer de stabiliser son avion, pour ne pas perdre d'énergie, en fait. Il ne faut pas voler en crabe, parce que là, il aurait perdu du carburant pour rien. L'œil rivé sur l'assiette de l'avion, et surtout l'aiguille à 0 ici. Et lui était obligé de changer, il a changé de cap à peu près toutes les heures aussi. Mais ce n'était toujours pas de la navigation aux étoiles. D'accord ? Les deux, trois premières traversées ne sont pas faites comme ça. Par contre, à partir de Postébellon, qui ont entrepris de rejoindre New York à partir du Bourget, là on a commencé à naviguer aux étoiles. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que c'était déjà dans l'air de se dire ça serait bien d'établir des lignes régulières, ça serait bien de pouvoir le refaire. Donc en fait, ils ont débroussaillé, ils ont essayé de mettre au point des techniques qui permettront de traverser d'une manière sûre et surtout très régulière. Donc voilà à peu près le travail qu'ils avaient prévu. Ils avaient énormément préparé leur trajet, ils avaient même prévu la position de certains bateaux sur le trajet prévu qui est ici en bleu. D'accord ? Et ils avaient repéré certaines étoiles, comme ici Alcaïde, Deneb, Vega, etc., qui leur servaient, si vous voulez, de tampon. Avec leur sextant, une fois que cette étoile se retrouvait au zénith, il ne fallait pas aller plus au nord ou plus au sud. Si vous voulez, ils avaient des sortes de rails limités. Ici, on voit le rail de Deneb qui est presque à 45 degrés, parce qu'elle est presque au zénith quand elle passe du moins sous nos latitudes, quand elle passe au méridien. Donc ils avaient prévu la position de certains bateaux, au cas où. Ceci dit, c'est vraiment chercher un confetti au milieu de l'océan, c'est vraiment, même si c'est des gros bateaux. La position des phares, etc. Alors, le départ s'est effectué au Bourget, départ le 1er septembre 1930, à
10h51 à Paris. Alors je ne sais pas s'il est venu cette année, mais il y a 2-3 ans, il y avait une version ici. Je ne sais pas si il est là. Il est là. Il n'est pas dans la salle. Ce monsieur a assisté au départ de Poste TV1. Je vous l'avais dit la dernière fois. C'est très rare de rencontrer des gens qui ont assisté au départ de ces deux personnages. Oui, oui. Il me disait, il était tout jeune, il s'en souvient. Et depuis, il est devenu pilote. Il est devenu pilote. Voilà, tout ça. Donc, ils avaient 2 trajets prévus, un trajet de secours, un trajet de récupération. Et puis voilà le trajet réel. Alors, ils ont été embêtés par des... C'est là qu'on dit que Lindbergh a eu énormément de chance, parce que lui, il est arrivé à 7 km près, quand même, après avoir traversé l'Atlantique, à 7 km près, mais la météo a été nickel, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de compétences comme eux. Donc, vous voyez que chaque fois que vous avez ici un trait bleu, c'est un point avec le soleil. Ici, à 20h52, ils ont fait un point avec le soleil. Alors, vous allez me dire, à 20h52, comment ça se fait? Ils étaient très noirs. D'accord. Et en début septembre, ça passe. Ici, ils ont fait un point sur Arcturus et Altaïr. Alors, je vous expliquerai à la fin un petit peu comment on procède pour faire le point astro. Donc, ici, à 23h, ils ont utilisé Arcturus, Altaïr. Altaïr à 0h57. Dégâts, de nouveau Altaïr. Là, ils ont fait une course à la latitude sur un petit bout, puisqu'ils ont utilisé une droite de polaire. Je vous expliquerai ce que sont les droites de hauteur. Et on voit là qu'ils ont couru, comme les anciens marins, à la latitude, carrément sur un petit temps. Une dernière mesure sur Rigel, ensuite 2 autres mesures sur le Soleil, encore une mesure sur le Soleil ici pour confirmer la position. Alors en fait, l'astronomie, la navigation aux étoiles leur servait tout simplement à confirmer leur position. Ce n'était pas le seul, si vous voulez, la seule technique qui était utilisée. Ils utilisaient la navigation à l'estime, c'est-à-dire un cap, une vitesse, en essayant de tenir au mieux la vitesse, tenir compte de la météo, de la dérive, etc. Et l'astronomie leur permettait tout simplement de recadrer leur position, ou de confirmer leur point. Là, a priori, s'ils ont fait une droite de soleil, c'est qu'ils ont eu un doute avant la nuit sur leur position. Donc ils ont refait de nouveau une idée. Ils n'en ont pas fait tellement que ça en fait, parce que vous allez le voir, c'était assez folklorique et ça prenait quand même du temps à faire. Voilà, alors leur équipement astro, ils avaient un sextant marin, un sextant de marine. Pourquoi un sextant marin? Parce qu'ils avaient un canot pneumatique. Ils avaient une petite radio avec un cerf-volant. Mais alors le canot pneumatique, enfin le canot il était caché sous un siège, etc. En cas de problème, ils n'auraient pas pu l'attraper, certainement. Donc, enfin, ils avaient un canot, un cerf-volant, une radio, et ils se sont dit si on a un problème, on va amener un sextant marin, on donnera notre position. Donc il fallait être capable, même en étant dans un canot de secours, de faire le point au sextant quand même. Vous allez voir, c'est pas de la tarte quand même. Un sextant à horizon artificiel, alors pourquoi? Bien, très rapidement, c'est les premiers qui se sont dit on va avoir un problème. Je vous montre par exemple un instrument qui date à peu près de cette époque-là. Ça, c'est tout simplement un altimètre. D'accord. Un altimètre, c'est relativement précis. Vous allez voir si j'aspire un petit peu derrière. Vous voyez l'aiguille qui. Ce n'est qu'un baromètre en fait, un altimètre. D'accord. Alors, c'est assez précis, seulement ils avaient un problème à l'époque, c'est que la météo ne pouvait pas leur donner la pression atmosphérique très précise dans les lieux où ils allaient voler. Donc en fait, une erreur de 1 hectopascal donne 28 pieds d'erreur. Ce qui veut dire que si vous faites le point à bord d'un bateau avec un sextant, si vous êtes dans une coquille de noix au ras de l'eau, ou si vous êtes sur le pont d'un paquebot, il faut tenir compte de la hauteur. Vous obtenez des erreurs. Donc ils avaient bien compris qu'ils allaient avoir des problèmes tout simplement d'altitude. Leur altimètre ne donnera pas, non pas qu'il ne soit pas précis, mais il ne va pas donner une altitude précise, ce qui fait qu'ils vont avoir des erreurs de mesure. Donc ils ont imaginé des sextants avec un niveau à vue, un horizon artificiel. C'est la particularité par rapport aux marins qui, eux, avaient tout le temps plus ou moins l'horizon visible. Enfin, ça dépend. Sur les bancs de Terre-Neuve, vous n'avez pas trop l'horizon visible. Alors,
Autre navigateur, plutôt navigatrice très connue, c'est Amelia Earhart. Alors elle-même ne maîtrisait pas les méthodes de navigation aux étoiles, mais malheureusement dans son dernier tour du monde en 1937, qu'elle n'a pas terminé, son navigateur, lui, naviguait avec les étoiles. Et alors c'est assez curieux parce que dans l'Electra, le wiki d'Electra qui est là, ils avaient carrément ouvert une fenêtre où ils faisaient les visées au sextant le coup de dos. Vous imaginez ce que ça peut donner avec le vent relatif, le souffle des hélices, etc. Ça ne devait pas être rigolo. Mais à l'époque, si vous voulez, il y avait vraiment deux instruments fondamentaux. À gauche, le compas, c'est-à-dire une sorte de boussole magnétique avec tous les défauts que ça pose. Parce que si vous prenez une boussole classique, l'aiguille, vous avez l'impression qu'elle se met à l'horizontale, mais elle est balourdée en général, parce que, si vous voulez, les lignes de force du champ magnétique ne sont pas à l'horizontale partout sur Terre. Donc, si vous concevez un compas en un lieu sur Terre où les lignes du champ magnétique sont à l'horizontale, si vous changez pas mal de latitude, votre compas il va suivre les lignes de force du champ magnétique. Donc, il mettait un balourd du côté. Il y avait une des deux aiguilles qui était légèrement plus lourde que l'autre pour équilibrer. Si on prenait tout simplement une aiguille de boussole. D'ailleurs, ces balourds sur les compas, ça pose un problème parce que si vous mettez sur un disque qui peut tourner comme ça, un balourd d'un côté, un petit poids, dès que l'avion a une accélération ou une décélération, votre compas il va promener dans tous les sens. Donc c'est très difficile. Quand le ciel est calme, ça ne pose pas de problème, mais suivre un compas en navigation, c'est pas évident. Et bien entendu, le chronomètre est indispensable, il faut vraiment connaître son heure, c'était indispensable. Alors, rapidement, les méthodes ont évolué, et ce qu'on voit souvent maintenant sur beaucoup d'avions de collection, par exemple, celui-ci, c'est un DC-3 qui vole encore, on le voit dans beaucoup de meetings, même en France, c'est un avion qui à l'heure actuelle vole encore. Vous voyez au sommet, ici, un dôme astronomique. C'est un dôme astro, c'est pas pour aller admirer le paysage. Alors j'ai rencontré pas mal de navigateurs qui ont eu la chance d'observer les étoiles à travers un dôme astro. Vous imaginez ce que ça peut donner à 5-6 000 mètres, la qualité du ciel, dans des régions sans lumière en dessous en plus. Qui nous racontent des ciels fabuleux, ils se sont vraiment régalés. Alors bien sûr, il y avait un plexiglas, mais ils ont quand même vu des voies lactées magnifiques. En fait, ils ont vraiment eu la chance de pouvoir observer le ciel au travers de ce dôme. C'était du très bon plexiglas, on y voyait très bien à travers. Alors, la photo en noir et blanc en dessous est assez instructive parce qu'en fait, elle nous montre un avion école. C'est pas le même, celui qui est au-dessus. On voit là des élèves, c'est des militaires, qui sont en train d'apprendre à faire le point aux étoiles. Donc le critère qui est la tête dans le dôme astro est en train de faire une visée au sextant. Donc on utilisait réellement les étoiles. On a les trois étapes. Celui qui est juste derrière est en train de lire l'étape de navigation. Donc en fait c'est des éphémérides tout simplement. Maintenant on se complique moins la vie, les étapes se sont pas mal simplifiées parce que les calculatrices aident pas mal aussi. Et celui qui est là au premier plan utilise ce qu'on appelle un computeur, c'est une sorte de règle à calculer qui leur permettait de calculer leur dérive, faire toutes les conversions qui sont nécessaires en kilomètres-heure, nœuds, mètres, pieds, etc. Donc voilà à peu près l'ambiance de la navigation aux étoiles. Alors d'après les gens qui ont déjà pratiqué ce genre de choses, c'était, paraît-il, quand même une ambiance, là c'est éclairé, mais il faisait ça dans la nuit, il ne fallait pas que le gars qui vise au sextant se trompe. Alors imaginez-vous dans un dôme électriqué sur un avion qui bouge plus ou moins en altitude, ça ne bouge pas trop, mais qui bouge quand même, avec un sextant, essayer de viser une petite étoile, il ne fallait pas se tromper. C'était pas évident. Et c'est assez étriqué le dôme, on a juste la tête qui rentre. Quand on a la tête dans un dôme astro, on a la tête et la place du sextant. C'est vraiment très étriqué. Mais donc, on se rend compte du coup que la navigation aux étoiles par les aviateurs a été beaucoup plus développée qu'on imagine, et c'est pas très connu en fait. Alors, c'est pendant la dernière guerre que beaucoup de femmes ont appris à naviguer aux étoiles, tout simplement parce que c'est elles qui étaient chargées
de faire le convoyage des avions entre les États-Unis et l'Angleterre. Et elles avaient le courage de ramener parfois des avions qui avaient subi des dégâts pour aller se faire réparer aux États-Unis et les ramener. Donc elles avaient une excellente formation en astronomie. Ça savaient très bien se servir d'un sextant. Il y a eu beaucoup comme ça de femmes qui ont été très bien formées en astronomie, avec des outils que beaucoup de clubs aimeraient bien avoir. C'est très pédagogique tout ça. Ils avaient créé tout un tas d'outils pédagogiques vraiment intéressants. C'était, on pourrait dire, la version moderne des sphères ordinaires. Et ça permettait d'expliquer assez rapidement le principe de la navigation aux étoiles. Elles avaient une très bonne connaissance de ce fait-là et étaient réputées pour être très pointues au niveau de la navigation. C'est très courageux parce que malheureusement, beaucoup d'avions ne revenaient pas à l'époque. Alors, voilà les instruments. Vous avez à gauche ce qu'on appelle un sextant marin, c'était utilisé donc, au cours des premiers raids, il n'avait que ça. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte qu'à moins de voler au pif, certains avaient même carrément laissé traîner une petite ficelle avec un petit plomb derrière l'avion, et quand ça touchait, ça agitait un petit maneton sur le tableau de bord. Ils essayaient de maintenir leur altitude comme ça au moment où ils faisaient la visée avec le sextant. Comme ça, ils connaissaient leur hauteur au-dessus de l'eau. Ils se sont bien rendus compte que s'il fallait chaque fois qu'on doit viser au sextant, descendre au ras des flots, faire sa visée avec le risque de toucher la vague, parce que suivant le temps, quand la mer est très calme, c'est difficile de juger sa hauteur au-dessus de l'eau. Donc ils sont bien sûr rapidement rendus compte que le sextant marin n'avait pas d'avenir là-dessus. Donc on a rapidement créé ce qu'on appelle le sextant à vue. D'accord ? Alors, c'est des instruments qui ont été utilisés, ce genre d'instruments, pas forcément celui-ci, sur DC4, c'est déjà assez récent quand même, DC6 et Constellation. Pas sur le Super Constellation, mais sur le Constellation. L'inconvénient du sextant, c'est qu'à moins de mettre comme les tout premiers, alors vous imaginez, quand ils utilisaient ça, le pauvre gars il était devant, il avait un moteur à 2 mètres de lui, qui crachait de l'huile sans arrêt, avec un souffle pas possible. Vous savez, les pilotes qui se la jouent avec leur foulard, en fait le foulard à l'origine c'était tout simplement un chiffon. Parce que sans arrêt il s'essuyait les lunettes. C'est resté, c'est devenu un foulard, mais à l'origine c'était tout simplement un chiffon. Il se nouait autour du cou parce que dans un avion, vu la taille des carlings, si vous mettez un chiffon dans la poche, vous aurez du mal à le retirer. Donc ils avaient un chiffon noué autour du cou, ils étaient sans arrêt en train de se nettoyer les lunettes. Donc en fait, pareil pour le sextant, ils avaient des problèmes, il y avait toujours de l'huile qui tombait sur les sextants, c'était vraiment épique. L'astronome a bien résolu le problème, ça s'est énormément amélioré. Et donc voilà les sextants, visée carrément vers le bas. Donc la position de visée est nettement plus confortable, on ne se casse pas trop le cervical. Par contre, il nécessitait une grande stabilité, et ça c'était toujours la guerre entre le navigateur qui demandait au pilote pendant 5 minutes, essaye de ne pas trop nous remuer, et le pilote qui disait débrouille-toi. D'après les récits des anciens navigateurs, c'est assez folklorique. Il y avait même parfois la guerre jusqu'au point où le navigateur disait au pilote, alors correction de cap 3 degrés à droite. Alors le pilote disait, moi ça ne m'intéresse pas, une correction de 3 degrés à droite, c'est pas significatif, j'en tiens pas compte. Alors 5 minutes après, le navigateur disait, ok, bon, correction 13 degrés à droite. Alors le pilote disait, ok, là au moins c'est significatif. Puis 5 minutes après, il disait correction 10 degrés à gauche. Vous voyez à peu près l'ambiance à bord des avions. Il y a eu même pire que ça. Des fois, ils ne pouvaient pas communiquer, il se passait des petits bouts de papier. Quand c'était des longues, par exemple, il y a des gens qui ont pu récupérer et il se passait carrément des bouts de papier. Alors, entre est-ce que tu veux un bout de poulet, alors sur un papier, il a mis est-ce que tu veux un bout de poulet, et puis là, j'ai mesuré ton degré de latitude, juste sous le. Il tendait le bout de papier au pilote qui était juste devant, à portée de main.
Alors, donc l'inconvénient du niveau à bulle, du sextant à bulle, alors c'est que enfin on s'affranchissait du problème de l'horizon, mais il y avait un gros problème que les ingénieurs aéronautiques n'aiment pas trop, c'est qu'il fallait faire les trous, comme ceci, dans les cockpits. D'accord? Alors vous imaginez un trou comme ça dans un cockpit, ça fait un point de fragilité. Ça leur plaisait pas trop, vous en doutez. Donc très rapidement, on a créé ce qu'on appelle le sextant périscopique, qui lui ne nécessite qu'un tout petit trou. Ça fait 4-5 cm à peu près. D'accord? Il y a un petit miroir mobile au sommet, et hop, donc il y a le sextant périscopique à l'intérieur d'une voiture. Alors assez curieusement, même sur les avions pressurisés, ça a été utilisé. Alors vous allez me dire, si on met des trous dans les avions, il faut oublier que sur un avion, vous avez des prises de pression un petit peu de partout. Et en fait, un avion, on règle la pression en fait en le dégonflant. on règle les fuites plus qu'on met de la pression. D'accord? Donc en fait, ça ne les gênait pas. Il y avait un petit clapet qui fermait, mais s'appuyait sans arrêt. D'ailleurs, sur les Boeing 707, il paraît que c'était très bien parce que les toilettes étaient juste derrière la cabine de pilotage. De temps en temps, ils ouvraient le sextant pour aérer un petit peu la cabine. Alors, le sextant périscopique a été utilisé assez récemment sur Super-Constellation DC-7 et 8 et les premiers Boeing 707. Ça peut vous paraître surprenant, mais il n'avait pas le choix. Vous voyez d'ailleurs, le navigateur qui est en train de pointer au sextant, c'est pas sur un très très vieil avion, c'est de la classe des 707. Alors, j'ai eu l'occasion récemment de visiter un KC-137, c'est des avions ravitailleurs de la moderne armée française, l'armée de l'air française. Dans la cabine, je regarde là le pilote, je dis c'est quoi ça? Il me dit oh je crois vaguement que c'était le trou du sextant. Effectivement, ils ont encore l'ouverture du sextant, ils l'ont bouché, mais il y a encore dans les Boeing 707 de l'armée française, les ex-Boeing 707, des trous qui permettaient de mettre le sextant. Alors ils n'osent pas le dire, peut-être qu'ils l'utilisent un peu de temps en temps, mais il n'y a plus grand monde en fait qui saurait s'orienter avec ça. C'est d'ailleurs la bête noire, hein. Les gens qui passaient la qualif astro à bord des avions, c'était vraiment une galère pas possible. Là, vous voyez que c'est très récent, hein. Jusque dans les années 80 pratiquement, on a assez régulièrement navigué aux étoiles avec des jets. Hein. C'est pas si rare que ça. Et pas si vieux que ça en fait. Alors, il a été bien entendu créé tout un tas d'instruments qui permettaient de faire le marqueur de points astronomiques. Alors en fait, là il y a une carte, c'était même pas nécessaire. En fait, s'il faisait des marqueurs de points astronomiques, c'est que quand il traversait un océan, vous n'avez pas besoin, vous imaginez si vous allez traverser l'océan avec un avion, vous n'allez pas prendre la carte de l'océan aux 250 millième. Vous imaginez, vous aurez une pile comme ça de cartes vides. Rien. Vous n'allez pas amener une pile de cartes de l'océan. Ça serait complètement inutile. Donc en fait, ils avaient des systèmes qui leur permettaient, c'était une sorte de matrice, qui leur permettait de reporter leurs points sur des fausses cartes où il n'y avait que le canevas, et ils déterminaient leur position avec ça. Et à partir de cette position, ils essayaient d'arriver à bon port. Ça se fait beaucoup dans les bateaux, vous voyez des fois des gens avec qui font des sortes de graphiques un peu cabalistiques sur des grands plexiglas. Ce sont des matrices de cartes en fait, qui évitent d'amener une pile de cartes vides. Personne ne s'amuserait à acheter la carte de l'océan Pacifique. Ça serait complètement inutile. Et puis à bord des avions, il y a un problème de poids. Moins vous amenez de documents, mieux c'est. À gauche, on a l'astrogonomètre. Pardon. C'est un instrument assez curieux, c'est un astrolabe tout simplement. Ça a été aussi utilisé comme levée de doute par les aviateurs. Là j'aurais dû en amener un, je vais penser, mais ici vous avez la représentation de l'horizon, d'accord, en vert, d'accord, avec les hauteurs au-dessus de l'horizon, les azimuts, ici, et en bleu vous avez la sphère céleste. Et donc si ça c'est l'horizon, admettons que ça soit le nord de l'horizon, ici vous aurez l'axe de la sphère céleste, donc l'étoile polaire. Donc suivant comment vous réglez votre appareil, la hauteur de l'étoile polaire va vous donner votre latitude. D'accord ? Et vous pouvez savoir, par exemple, ici on a le solstice d'hiver, solstice d'été, les équinoxes. D'accord ? On voit très bien qu'en hiver, la durée de la journée, la demi-journée, est plus courte qu'en été.
Donc ils pouvaient prendre la coordonnée d'une étoile et en fonction de leur latitude estimée, ils pouvaient connaître ce qu'on appelle l'axe semi-diurne, c'est-à-dire le temps que va mettre l'étoile pour soit aller entre l'horizon et le méridien, soit du méridien à l'horizon. Ou ça leur permettait aussi d'avoir non seulement l'axe semi-diurne, ça peut être utile pour certains calculs, mais d'avoir tout simplement l'azimut et la hauteur de cette étoile à un instant donné. Alors ils se servaient de ça comme levé de doute, pour être sûr qu'ils visaient la bonne étoile et que leur calcul allait dans le bon sens, tout simplement. Et le computer qui est en dessous leur permettait de déterminer les dérives liées au vent. Là, c'est plus aéronautique qu'astronomique. Mais cet instrument-là est typiquement astrophysique. On appelle ça l'astrolabe de Royas. En fait, c'est la version moderne de l'astrolabe de Royas qui doit dater du XVIIe siècle à peu près. C'est un astrolabe très particulier et qui est universel, qui peut servir partout dans le monde. C'est un des rares. Alors, voilà donc un instrument un peu plus rare. C'est un astrocompteur. Alors, je vous en ai un. Alors, je vais profiter, je ne sais pas si c'est un peu loin de vous, si vous voulez vous rapprocher, vous pouvez. Alors, vous êtes tous des astronomes amateurs, vous reconnaissez tout de suite une monture équatoriale. Tout simplement. D'accord ? Donc, on peut régler la latitude, comme ceci. On a l'azimut qui peut tourner. Vous avez le mouvement diurne et la déclinaison ici. Je suis peut-être allé un petit peu vite, mais une fois que vous avez calé votre latitude, donc là vous avez le plan horizontal, d'accord ? Ici vous avez le plan équatorial, ça va simuler le mouvement diurne, d'accord ? Et la visée ici se fera en fonction de la déclinaison. Alors cet instrument suffisait plutôt pour le Soleil. Au niveau des étoiles, c'était quand même un petit peu plus délicat. Alors en fait, il y a une chose à laquelle il faut vraiment penser, c'est que la plupart des instruments en astronomie sont réversibles. Une simple carte du ciel à mini-ciel, vous mettez l'heure en face de la date, vous obtenez la portion de ciel visible à ce moment-là. D'accord ? Mais vous pouvez faire l'inverse. Vous prépositionnez une étoile au sud, en face de la date, vous aurez l'heure. Vous mettez l'heure en face de la date, vous obtenez la position. Si vous partez de la position et de l'heure, vous obtenez la date. Si vous partez de la position et de la date, vous obtenez l'heure. Alors, sur ce principe-là, cet instrument-là était beaucoup plus simple qu'on l'imagine à utiliser. Il fallait, par contre, toujours avoir une idée de sa latitude. Alors, avoir une idée de sa latitude, vous pouvez faire une méridienne, c'était assez facile. Une fois qu'ils avaient une idée de leur latitude, ils réglaient ici. Alors, bien sûr, si vous allez au pôle Nord, c'est le plan équatorial qui est en mouvement là. L'axe de la Terre va être à la verticale. Si vous allez sur l'équateur, l'axe de la Terre va être par rapport à votre horizon, bien sûr, à l'horizontale. Comme ceci. Là, on serait carrément sur l'équateur. D'accord ? Maintenant, vous réglez donc votre latitude. Donc là, vous allez pouvoir suivre le mouvement diurne avec ça. Tout simplement. Et alors, le but du jeu consistait à préafficher sa latitude. C'était une des inconnues, je dirais. Une fois qu'ils avaient affiché ici leur latitude, okay, la déclinaison du Soleil, là, vous en doutez, c'est assez facile à utiliser. D'ailleurs, là, je l'ai mis dans le mauvais sens, voilà. Supposez qu'elle soit positive. Okay. Et en fonction de leur heure et de leur longitude estimée, ils affichaient ici l'angle horaire attendu du Soleil. Et une fois qu'ils avaient fait ça, ils tournaient cette couronne, et sitôt que les rayons du Soleil arrivaient dans la guidade qui est là, ils avaient le cap de l'avion qui était affiché ici. C'est assez étonnant. Et c'est précis à 2 degrés près, à peu près. C'est assez étonnant. C'est quasiment aussi précis que le quantum magnétique, voire plus, puisque c'est pas sensible aux variations du champ magnétique. Vous pouvez me dire où arrivaient les rayons du Soleil ? Ici, vous voyez, Oui, je vois bien. Vous voyez, Ah oui. je ne sais pas comment on va le faire. Voilà, ici, vous voyez, dans la petite fenêtre, il fallait que cette fenêtre-là vienne se projeter sur la deuxième fenêtre. Ah, affirmatif. Oui. Il y avait une possibilité, mine de rien, une légère loupe ici, de viser directement les étoiles comme ça, mais alors la précision était nettement inférieure. Alors, pour les étoiles, c'était la même difficulté, sauf qu'il y avait un problème de visée.
Mais au niveau du réglage, c'est pareil. En fait, ce n'est rien d'autre qu'une monture équatoriale, on appelle ça un astrocompas, tout simplement. C'est un instrument peu connu, mais si vous regardez bien, vous récupérez une vieille monture équatoriale de vieilles lunettes, vous pouvez vous fabriquer un astrocompas, il y a tous les axes, toutes ces. Vous avez la déclinaison ici, la latitude, la tension droite et la latitude. Et l'azimut qui peut se régler aussi. C'est tout. Ce n'est rien d'autre qu'une monture équatoriale. Donc on appelait ça l'astrocompas. Ça date celui-ci, hein, c'est la photo qui est à l'écran, de 1954. Le problème de cet instrument-là, c'est qu'il était très bien, très facile à utiliser. Alors, au dire, tous les marins, tous les aviateurs que j'ai rencontrés qui m'en ont parlé, préféraient carrément utiliser ça que le sextant quand même. Avec ça, ils disaient que c'était quand même un jeu d'enfant à utiliser. Les calculs étaient assez simples. Le pointage au sextant était plus délicat. Avec ça, et surtout avec le soleil, ça ne leur posait aucun problème. Vous voyez, c'est un instrument, voilà, je l'ai sorti un petit peu exprès, mais maintenant ça devient des pièces de musée, c'est très rare à trouver. Il n'y a quand même pas eu tant que ça de montants. Alors celui-ci est dans l'armée française. Voilà. Donc, alors bien entendu, il y a une sorte de vernier, enfin, il y a un tambour ici décomposé, on a une lecture qui est quand même assez précise dessus. Surtout en latitude. Puisque c'est je veux dire, il y avait quand même deux estimés, hein, la latitude et l'angle horaire du soleil. Pourquoi c'était une estimée? Parce que s'ils n'avaient pas avec grande précision leur longitude, l'angle horaire du soleil avait forcément une erreur. Mais alors souvent, ce qu'ils faisaient une première visée comme ça, ils confortaient leur mesure, confortaient leur latitude et ils refaisaient une deuxième visée avec les coordonnées corrigées. Donc là, l'astrocompas, c'est un instrument finalement assez rare, mais qui a été pas mal utilisé. Alors voilà par exemple un astrocompas, il existe un avion encore qui fonctionne, c'est un Pionoratas, c'est le seul au monde qui vole encore, il est situé à Marignane, il est basé à Marignane. C'est une association c'est le Noratas de Provence, qui l'a retapé. Ils l'ont retapé extrêmement bien, puisqu'en fait, vous voyez, là, l'astrocompas, c'est le même modèle hein, que celui que je viens de vous montrer. D'accord, vous voyez, il est en place au milieu de l'astrodome. Et ils ont encore l'emplacement pour le ranger. Vous voyez, il est rangé ici, à côté du pistolet à fusée d'alarme. Il est complet, leur avion est vraiment complet. Ça a été une remise à neuf de cet avion qui est exemplaire parce qu'ils ont vraiment tout. Ils ont le sextant, l'astrocompas, le domastro, ils ont vraiment tout. Sauf qu'ils ne savent pas trop s'en servir encore. On est en train de leur apprendre. Donc, le problème des visées, c'est que, alors que vous soyez finalement sur un bateau ou dans un avion, là, la visée sur le sextant en haut à droite, le sextant aviation, le sextant marine en bas à gauche. Il ne faut pas croire, même pour les marins, ce n'était pas de la tarte quand même. Quand le bateau se mettait à bouger, il fallait arriver à viser. Alors en fait, que fait un sextant? Un sextant n'est rien d'autre qu'un outil de mesure hein, qui va simplement vous mesurer la hauteur du soleil. Alors, le but, c'est d'obtenir la hauteur entre la ligne de l'horizon et le centre du soleil, mais on ne peut pas viser le centre du soleil, il y aurait une inconnue. Donc en réalité, on vise le bas du soleil, enfin la base du soleil, et on rajoute son demi-diamètre apparent au jour donné. Ça varie très légèrement, mais on en tient compte aussi. Donc en fait, le sextant n'est rien d'autre qu'un instrument de mesure. Alors je vais vous en montrer un. Donc voilà un sextant, je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher éventuellement, hein, si vous le voyez mal. Donc c'est un instrument qui paraît très complexe, a priori comme ça, mais qui est beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. Celui-là c'est dans l'autre sens, j'enlève les fils. Alors vous en doutez, vous avez l'habitude de manipuler des instruments d'optique. Comme on dit, quand on a un sextant dans les mains, il y a une main pour le bateau, une main pour le sextant. Il vaut mieux tomber soi et pas faire tomber le sextant. Donc en fait, là vous avez une petite lunette, hein, c'est comme une demi-jumelle en fait. Et ici vous avez un miroir semi-réfléchissant, c'est-à-dire qu'on peut voir à travers,
mais il va pouvoir renvoyer l'image qui arrive par un deuxième miroir qui est là. Alors en fait, vous visez comme ça, hein, en fait ça se tient comme ceci, vous visez la ligne de l'horizon, d'accord, et en manipulant cet habitable, vous allez chercher la lumière de l'astre, l'image de l'astre, ça peut être le soleil ou une étoile, au travers de ce miroir, et cette image va venir se confondre au milieu de ce miroir-là sur la ligne de l'horizon. En fait, c'est un jeu d'enfant, c'est très très facile d'utiliser un sextant, sauf que, on en avait parlé la dernière fois, les officiers qui savaient utiliser un sextant, ils n'avaient pas tendance à dire que c'était facile, parce que quand il y avait des mutineries, les derniers qu'on jetait par-dessus bord, c'est ceux qui savaient, c'est les seuls qui pouvaient ramener le bateau à bon port. Donc ils n'allaient pas dire, ouais, je vais vous apprendre, c'est facile, on va l'utiliser tous. Donc en fait, c'est assez simple, donc vous visez l'horizon, vous allez chercher l'image de l'astre pour venir la superposer à l'horizon, et à ce moment-là, votre instrument va vous indiquer la hauteur apparente entre la ligne de l'horizon et l'astre donné. C'est plus facile avec une étoile, parce qu'une étoile, on n'est pas obligé de tenir compte du demi-diamètre apparent, sauf qu'il faut se méfier. Alors pour les étoiles, pour le soleil, vous pouvez très bien d'abord viser l'horizon et aller chercher le soleil, il n'y a pas de doute, vous en avez qu'un dans le ciel, d'accord. Par contre, au niveau des étoiles, vous avez pas mal d'étoiles. Donc en fait, vous mettez ici à 0, vous allez d'abord chercher votre étoile, et vous rabaissez votre sextant comme ça jusqu'à la ligne de l'horizon. Ça évite de se tromper d'étoile. Parce que très très souvent, il se tromper d'étoile. Cet instrument-là donc, possédait des filtres qui permettaient d'éviter l'éblouissement quand on visait le soleil. Donc il y a tout un jeu de filtres. Et ici, un jeu de filtres qui évite l'éblouissement de la ligne de l'horizon. Quand le soleil n'est pas très haut dans le ciel, la mer est éblouissante. Donc si vous faites une visée, vous risquez d'en prendre plein les yeux. Donc il vaut mieux mettre les filtres ici. Alors finalement, ça c'est un sextant en marine, mais la plupart des aviateurs ont utilisé la version, je dirais, ionisée, en rajoutant tout simplement à la place de la lunette un horizon artificiel. Donc là-dedans, vous avez tout simplement un petit niveau à vue. Donc on remplace la lunette par ce petit niveau. Alors là, c'est les versions modernes, hein. Malheureusement, les versions d'origine sont très rares et très difficiles à trouver, elles sont plutôt dans les musées. Et vous faites la visée comme ceci. Alors pour les étoiles, c'est un peu coton parce que la lunette permettait de voir des étoiles assez faibles. Là maintenant, quelle que soit votre altitude, vous aurez toujours la position à l'horizontale. Bien sûr, il ne faut pas être à 20 000 mètres d'altitude. À ce moment-là, il peut y avoir des erreurs par rapport aux rayons de la Terre, sur les calculs des éphémérides. Voilà, donc en fait, un sextant, malgré son aspect très complexe, n'est rien d'autre qu'un instrument de mesure qui vous donne une hauteur. D'accord ? Mais que faire de cette hauteur ? Vous allez voir, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Bien entendu, l'instrument le plus important à bord, ça c'est une version moderne, c'est le chronomètre. Sans chronomètre, vous pouvez faire les mesures que vous voulez, ça ne servirait strictement à rien. Vous pouvez déterminer votre latitude éventuellement, mais c'est... Alors, juste maintenant, les deux grands principes de la navigation. Le premier principe, je pense que vous le connaissez tous, ça ne posera aucun problème. Vous avez la Terre, son axe. Vous savez que l'axe est approximativement dirigé vers l'étoile polaire, mais pour simplifier, on va dire qu'il est dirigé vers l'étoile polaire. Résultat, si vous vous mettez quelque part sur Terre et que vous visez l'étoile polaire, votre bras va être parallèle à l'axe de la Terre. Donc si on fait un zoom sur le personnage qui est en train de viser l'étoile polaire, donc ici on a les deux pôles, ici la ligne de l'équateur, le personnage est en train de viser l'étoile polaire sur l'équateur, vous voyez la position de son bras. D'accord ? Maintenant, si le personnage part un petit peu vers le nord, à la latitude de 45 degrés nord, l'étoile polaire sera 45 degrés au-dessus de l'horizon. J'arrondis, en réalité l'étoile polaire fait un petit cercle. Et, il tenait compte de ce tout petit cercle en fonction de la position de l'étoile alpha de la petite ours, l'étoile dite horlogère. Suivant la position de cette étoile, il savait que l'étoile polaire était à tant de minutes d'arc au-dessus ou en dessous de la bonne latitude. Et puis, bien entendu, si vous allez au pôle Nord, l'étoile polaire vous apparaîtra au-dessus de la tête. Bon, ça c'est le premier principe qui est très très ancien.
Donc si vous prenez un sextant et que vous mesurez avec votre sextant la hauteur de l'étoile polaire, hein, si vous voulez venir de Paris ici, vous prenez l'autoroute, à chaque de nuit, bien entendu, c'est plus sympa. À chaque aire d'autoroute, vous visez l'étoile polaire. Il faut faire ça caché dans un coin. Hein, et quand vous obtenez la latitude 44 degrés, vous êtes à Avignon, vous sortez, et puis voilà. On ne voit pas grand monde faire ça, mais bon, pourquoi pas. L'avantage de l'horizon artificiel, c'est que vous êtes complètement affranchi de la mer. Vous pouvez faire des mesures du volume. Moi, je m'entraîne de temps en temps avec celui-ci, bien entendu, je ne vais pas faire ça au bord des routes, hein, parce que les gens vont dire ça va. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du principe de la navigation aux étoiles. Alors, la navigation aux étoiles, c'est très simple. Imaginez un personnage dans une fée avec un poteau, une sorte de mât de cocagne, et on demande ce personnage, alors là, on l'a fait avec le bras, mais on peut le faire avec un sextant, par exemple, de mesurer la hauteur apparente, le petit angle blanc qui est ici, du sommet de ce mât. D'accord ? Si on demande au personnage de tourner autour du mât en gardant le même angle, vous en doutez, il va faire un cercle. Partout sur le cercle autour du mât, vous allez obtenir exactement le même angle que celui-ci. Arrêtez-moi si ça va trop vite. Hein. Alors, la navigation aux étoiles, c'est la même chose en fait. Et on va appeler ça un cercle de hauteur. Tout simplement. Hein, un cercle de hauteur. Donc vous pouvez dire à quelqu'un, rendez-vous sur le cercle de hauteur qui est à 30 degrés du sommet de tel mât. Donc sur la Terre, on va faire exactement la même chose avec les étoiles, mais on va faire ça avec le Soleil. À un moment donné, on a ce qu'on appelle en navigation les pieds du Soleil, c'est-à-dire la verticale, le point où le Soleil est au zénith. Et ça, en astronomie, c'est assez facile à calculer. La latitude de ce point va correspondre à quoi d'après vous ? La latitude du point où le Soleil est au zénith. Non. C'est égal à la déclinaison du Soleil au jour donné. La latitude ne peut pas dépasser 23 degrés et demi. Vous savez, le Soleil se décale de l'équateur de 23 degrés et demi vers le nord ou vers le sud. Donc la latitude du point où va avoir lieu ce phénomène, c'est-à-dire où le Soleil sera au zénith, va dépendre de la déclinaison du jour. Et la déclinaison du jour, vous faites bureau des longitudes IMCCE, et là vous obtenez la déclinaison du jour. Donc vous connaissez la latitude du lieu où le Soleil va être au zénith. D'accord ? Mais dans le cas sans longitude, rien de plus simple. Vous savez quel est l'angle horaire du Soleil. Vous avez des éphémériques qui vous donnent l'angle horaire du Soleil à 0 heure. C'est-à-dire la longitude du Soleil à minuit, à 0 heure. Il vous suffit de rajouter en temps moyen, mais il faut faire attention parce que le Soleil ne se déplace pas à la vitesse moyenne, hein, il a un mouvement très légèrement irrégulier, mais il faut faire attention à ça tout simplement. Donc vous pouvez connaître aussi la longitude, donc vous pouvez connaître très facilement le point où le Soleil est sur Terre à la verticale à un moment donné. D'accord ? C'est assez simple. Et dès lors que vous avez ça, vous allez prendre votre sextant et vous allez aussi mesurer un angle. C'est-à-dire que vous allez faire la même chose que notre personnage qui est ici. Vous allez mesurer une hauteur apparente du Soleil. D'accord ? Vous reportez un croquis sur la surface de la Terre. Et vous avez ici, vous allez obtenir un cercle de hauteur sur la Terre. C'est-à-dire partout sur ce cercle, vous allez obtenir le même angle de hauteur apparente du Soleil. Est-ce que ça va jusqu'à là ? Mais c'est simple en fait. Hein. Donc en fait, souvenez-vous du petit personnage là, qui tourne autour de son poteau. Hein, imaginez un poteau, hop, il tourne autour, il obtient sa hauteur. Si vous prenez, à n'importe quel moment de la journée, vous prenez un sextant, vous mesurez la hauteur du Soleil, d'accord ? Vous téléphonez à quelqu'un d'autre, vous lui dites rendez-vous sur le cercle de hauteur 45 degrés. Alors ça va poser problème quand même. Parce que le cercle en question, ça va faire quand même quelques milliers de kilomètres. D'accord ? Alors vous allez me dire, ça suffit pas. Alors, effectivement, on ne peut pas donner rendez-vous à quelqu'un sur le cercle de hauteur de telle hauteur. Donc, comment faire ? Alors la nuit, pas de problème, il y a plein d'étoiles. 2 minutes après,
Après avoir visé une étoile, on peut en viser tout de suite une autre. Mais de jour, c'est ennuyeux, la journée, on n'a qu'une étoile. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va patienter quelques heures. On va laisser tourner la Terre. D'accord? On va laisser tourner la Terre. Le zénith du Soleil va se déplacer sur Terre. On va avoir un deuxième point. Vous voyez ce que je veux dire? Vous laissez tourner la Terre, vous êtes patient. Quelques heures. Alors, ça dépend des hauteurs. Après, c'est tout l'art. Après, la navigation, c'est à la fois une science et un art. Il faut vraiment bien calculer les choses. Vous avez le Soleil qui est dans une deuxième position. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre une deuxième fois votre sextant. Vous allez faire une deuxième visée. Et cette deuxième visée va vous donner un deuxième cercle de hauteur. D'accord? Et vous êtes forcément ou ici, ou ici. Alors, tout l'art consiste à ne pas trop attendre pour que les deux cercles... Je ne sais pas si ça va, vous me dites si c'est... Là, c'est vraiment les bases de la navigation astronomique. Si vous attendez trop, les deux cercles sortent l'un de l'autre, vous ne pouvez pas faire le point. Si vous les faites juste tangenter, vous me direz, il n'y a pas de levé de doute, mais il vaut mieux éviter ça. En fait, il vaut mieux s'arranger pour que les deux cercles soient à plusieurs milliers de kilomètres l'un de l'autre. Et là, vous n'avez pas de doute. Vous savez très bien si vous êtes en train de naviguer dans le Pacifique Nord ou dans le Pacifique Sud. D'accord? Vous tenez compte quand même de votre estime. Donc en fait, le principe de la navigation des étoiles est hyper simple. On fait une première visée, on obtient un premier cercle de hauteur. On fait une deuxième visée, on va obtenir un deuxième cercle de hauteur et on se retrouve au croisement des deux. Alors en fait, à l'échelle des cartes, quand on trace ces lignes-là, si vous voulez, à l'échelle d'une carte qui sera là, le cercle de hauteur, on va l'assimiler à une droite. Et le cercle est tellement vaste qu'au niveau de la carte, on va simplement tracer une droite. Sinon, le rayon serait immense. Ça ne se remarquerait pas. Ça serait noyé dans l'épaisseur du trait de toute façon. Et on appelle ça la méthode des droites de hauteur. Vous avez peut-être entendu parler, la fameuse méthode des droites de hauteur, c'est la méthode la plus classique. Il y a d'autres méthodes, mais celle-ci est vraiment la plus courante et surtout la plus simple, du moins dans son principe. Donc, il n'y a pas de problème. Après, il suffit bien entendu de reporter les tracés de ces deux droites de hauteur, mais il faut tenir compte du fait que l'avion ou le bateau s'est déplacé entre-temps pendant les 2 ou 3 heures pendant lesquelles on a fait la visée. Alors en avion, ils avaient ce problème-là, c'est-à-dire qu'en plein jour, pour faire des visées avec le soleil, en 3 heures, l'avion il fait un sacré chemin. Alors que le bateau, il bouge quand même beaucoup moins. Donc les aviateurs avaient des méthodes beaucoup plus rapides. Il fallait faire des droites de hauteur, Ils faisaient trois droites de hauteur en fait. C'était un petit peu plus compliqué d'utiliser le soleil. Par contre, c'était beaucoup plus simple avec les étoiles en avion. Même en bateau. C'est beaucoup plus simple de naviguer aux étoiles qu'avec le soleil. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair, mais vous voyez, le principe lui-même n'est pas... Alors, ça c'est le principe. Bon, dans la pratique, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Je vais passer rapidement, mais là c'est pour des stages, donc ne tenez pas compte. On résout tout ça avec des triangles à la surface d'une sphère, on appelle ça la trigosphérique. C'est des formules assez simples. Les premiers, c'est Al-Kashi, Al-Tousi. Des gens comme ça, des astronomes qui ont conçu ces formules qu'on utilise toujours. Vous voyez, par exemple, ça c'est une matrice, une image qui se profile là-dedans. C'est une matrice qui permet d'éviter d'amener une pile de cartes. Vous voyez ici, en fonction de votre latitude, vous allez tracer un méridien, d'accord? Vous mesurez ce méridien, vous le reportez autant de fois nécessaire et vous créez le canevas de votre carte, un canevas artificiel à la latitude du lieu sur lequel vous naviguez. Voilà. Alors en général, vous voyez, quand on vise, on obtient la hauteur vraie par rapport à l'horizon, mais il faut ramener les choses par rapport au centre de la Terre. Je ne veux pas trop vous embêter avec avec tous ces petits détails techniques. Et puis, bon, honnêtement, le plus grand monde utilise ce genre de choses, puisque maintenant les GPS vous donnent votre position d'une manière assez précise. Mais il faut quand même se méfier un petit peu. Au niveau du Calécom, en Provence, on est spécialisé dans des stages là-dessus. On a beaucoup de marins qui reviennent pour se reformer à la navigation aux étoiles, au moins à la navigation de secours. Parce que beaucoup nous disent, moi j'ai pris par exemple un coup de foudre, toute l'électronique de bord, GPS compris, il n'y avait plus rien.
Alors là, on voit l'évolution, hein, quand même. En 1950, pour naviguer aux étoiles, il fallait un compas, un bon compas, en haut à gauche pour maintenir son cap, on va dire. Il fallait un chronomètre et il fallait un sextant. Maintenant, vous voyez, tout apparaît, vous savez où vous êtes directement, sans aucun problème. C'est pas... Alors il faut se méfier parce que, comme disait l'astronome Cassini, il vaut mieux ignorer où l'on est, être conscient qu'on ignore, que se croire obstinément où l'on n'est pas. Donc en fait, le GPS c'est très bien, mais ça doit servir pour conforter son estime. Quelles que soient les méthodes de navigation, qu'elles soient aériennes, il vaut mieux recouper 2-3 sources d'informations que d'aller avec des œillères derrière un GPS. Il y en a qui l'ont essayé, se sont mangés les cailloux au bord des côtes, il y en a pas mal à qui c'est arrivé. Donc voilà, l'évolution a été extrêmement rapide. Alors, je ne sais pas où on est, je vais peut-être vous montrer avec un autre montage le principe du sextant. Je ne sais pas si ça vous intéresse, parce que cet instrument-là paraît, quand on le voit, assez mystérieux. Et quand on l'explique sur l'instrument lui-même, c'est un petit peu confus, on va dire. Donc, je vais montrer quelques images sur le principe d'utilisation du sextant. Voilà. Alors, première chose, vous avez vu sur l'instrument, il y avait une lunette et ici un miroir. D'accord? Au travers de la lunette, bon là c'est une raison artificielle, mais c'est pas grave. Au travers de la lunette, vous allez viser la ligne de l'horizon. Première chose. Bon, jusque-là, rien de bien rare, on voit l'horizon, on est content, on voit les petits bateaux qui se promènent dessus. Deuxième chose, on va scinder en deux le miroir qui est là. Alors, c'est malheureusement un mauvais exemple que j'ai là, parce que là c'est un sextant moderne. Il n'est plus scindé en deux. Avant, on mettait tout simplement un demi-miroir ici. Maintenant, on a un miroir qui réfléchit une partie de la lumière. Donc ça permet d'avoir les deux images en même temps. C'est plus simple, mais c'est pas bien grave. Et on mettait un deuxième petit miroir. Vous voyez, il est à ce niveau-là. D'accord? Ce qui fait que vous voyez ça. Donc ce deuxième miroir vous cache la moitié de l'horizon. Okay? Ce premier petit miroir. Ensuite, on va mettre un autre miroir qui va prendre l'image de l'horizon. D'accord? L'image de l'horizon qui va vous la renvoyer sur le petit miroir. Résultat, votre horizon vous paraît normal. Sauf qu'il est un petit peu plus sombre à droite parce que vous avez une légère perte de lumière sur la réflexion de ce miroir ici. Bien entendu, il faut que les deux miroirs soient parfaitement pareils, donc il faut régler le sextant de manière à ce que l'horizon soit parfaitement en ici. Ensuite, on va mettre une échelle graduée, on va rendre ce miroir-là mobile. D'accord? Résultat, si vous déplacez ce miroir, qu'est-ce qui va se passer? La partie de l'horizon que vous visez en direct à gauche ici ne va pas bouger. Mais la partie de l'horizon que vous regardez à travers la réflexion va légèrement bouger. Vous voyez, si vous baissez le miroir, vous aurez l'impression que l'horizon a monté. Et si vous levez le miroir, vous avez l'impression que l'horizon a baissé. Donc en fait, il vous suffira de viser un point, par exemple le soleil, à condition bien sûr d'y avoir mis un filtre, et vous allez tout simplement apercevoir le soleil, la moitié du soleil contre la ligne de l'horizon ici. Et à ce moment-là, l'instrument, sur les graduations qui sont ici, va vous indiquer la hauteur apparente de la base du soleil. Alors, comme on veut connaître la hauteur du centre du soleil, on rajoute son demi-diamètre par an, mais ça c'est assez simple à faire. Donc en fait, c'est un instrument qui finalement n'est pas si compliqué. Bon là, on retrouve la même image que tout à l'heure. Sauf qu'il faut normalement se méfier si un jour vous visez au sextant, on peut très bien, sans faire exprès, le tenir comme ceci, ou comme ceci.
Donc en fait, quand on vise avec un sextant, on est obligé de faire ce mouvement. Et on va tout simplement choisir l'angle, la base du soleil va venir tangenter comme ça la ligne de l'horizon. Donc en fait, c'est tout simplement un jeu à faire, il faut viser, il ne faut pas avoir bu trop de café, bien sûr, il ne faut pas trop vibrer, c'est un petit peu délicat. Bon là on retrouve les mêmes schémas que tout à l'heure, mais je voulais juste vous remontrer un petit peu le principe du sextant. Par contre, ça veut dire qu'il faut forcément prendre la mesure à midi, enfin, au moment où le soleil... Non, alors, non, parce que justement, quand on le fait là, je vous remontre rapidement les quelques croquis qui sont là. Vous faites une première mesure qui vous donne un premier cercle de hauteur, ça peut être à 10h du matin. Hein. C'est pas grave, on obtient quand même son cercle de hauteur. Parce qu'en fait, même si chez vous, le soleil n'est pas au zénith, hein, si vous êtes par là, pour vous, le soleil ne sera pas au zénith, mais il sera bien au zénith d'un point donné. Et ce point donné, on peut le connaître, puisqu'on a l'heure à laquelle on fait sa mesure, et on sait quel jour on est, donc forcément, on sait le lever du soleil au moment où on a fait la mesure. Et là, ça peut être par exemple à 10h du matin, et la deuxième mesure peut se faire à 13h, 3 heures après. Il faut attendre typiquement à peu près 3 heures. Pour les latitudes moyennes, ça dépend des latitudes, il faut se méfier. Plus on va vers le nord, plus c'est délicat. À l'équateur, ça ne pose pas de problème. Donc, 3 heures d'attente, c'est un bon. Alors vous imaginez, il fallait, avant de savoir où ils étaient, il fallait attendre 3 heures. Maintenant, le GPS vous donne, c'est là qu'on mesure la. Mais en 3 heures, il va quitter le mobile. Hein, le mobile, en 3 heures. Oui, alors c'est ce qu'il y a, parce que, bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais pendant les 3 heures de déplacement, si vous voulez, il traçait sur la carte une première droite, c'est-à-dire il traçait l'endroit où le soleil est à telle hauteur, en fait, et puis il laissait se déplacer le bateau, et la deuxième droite, il a retransporté. Je ne sais pas si vous avez vu les marins sur les tables à cartes qui s'amusent à faire des mouvements comme ça avec des règles parallèles. En fait, il trace une deuxième droite et il la ramène sur la première. C'est complètement arbitraire, en fait. Mais ça permettait d'obtenir sa position à 3-4 nautiques. C'est déjà pas mal. Hein. Si vous voulez, à 3 nautiques près au milieu d'un océan, c'est un point. Hein. C'est pas... Bon, à l'approche des côtes, il faut se méfier, mais les avions avaient une précision moindre quand même. Pourtant, les premiers avions qui volaient comme ça avec la navigation aux étoiles, on en a pas mal parlé là, ils recentraient leur centrale à inertie. On s'aperçoit qu'en dehors du grand débat qui a amené l'homme à une représentation géocentrique, à une représentation beaucoup plus vaste de l'univers, c'est pas ce qui occupait finalement le plus le temps des astronomes. Hein. Certains ne travaillaient que là-dessus, mais c'était vraiment que les têtes d'affiche. Quand on regarde le travail des astronomes, ils passaient beaucoup plus de temps à essayer de déterminer les longitudes, de trouver des méthodes de navigation aux étoiles. C'était beaucoup plus pragmatique qu'on l'imagine. Peu d'astronomes se consacraient uniquement à la philosophie ou aux grandes théories. La plupart du temps, ils travaillaient de manière très pragmatique. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce qu'on vient de voir. Ça fait, je suis allé un peu vite sur le... Vous visez la ligne d'horizon d'ici, là, c'est des buts en hauteur. Comment? Vous visez la ligne d'horizon, là, elle est très haute. Alors ici, oui, c'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre une lunette. Hein. Donc avec ce système-là, on peut viser n'importe où. Vous pouvez faire ça dans un ballon stratosphérique, dans un avion, en montagne, sur Terre. C'est d'ailleurs très pratique du coup, parce qu'avec ce système-là, vous pouvez faire le point, vous entraîner sans être obligé de prendre un bateau. Moi, je maintiens un petit peu l'utilisation de ça. Donc je simule le déplacement du bateau en me déplaçant en voiture. Donc je trouve des endroits un peu tranquilles pour ne pas être dérangé, parce que si on me voit en train de viser au sextant, celui-là il ne va pas très bien. Vous avez la hauteur d'un clocher, des choses comme ça. Oui, vous pouvez avec un sextant mesurer n'importe quelle hauteur. Vous pouvez déterminer la hauteur d'un arbre. Bon, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas trop pour ce genre de choses. Hein. C'est plutôt... vous voyez, ça faisait d'assez beaux objets quand même. Alors maintenant, ça devient de plus en plus rare, du moins ce type de sextants, qui sont vraiment des sextants d'origine, ils sont faits maintenant des sextants en plastique, qui sont des sextants de secours. En fait.
Et d'ailleurs, le gars qui vend les sextants là, en France, il s'appelle Navastro, il est près de Toulouse. Il disait qu'il en vend plus. C'est assez curieux. C'est assez étonnant qu'on vende de plus en plus de sextants à l'heure actuelle. Parce que beaucoup de marins, d'abord le soir, ils s'ennuient un petit peu. 4 heures de quart, c'est un peu long, donc s'amuser un petit peu avec le sextant, ça les occupe un petit peu. Et puis beaucoup ont eu des petits soucis électriques ou électroniques. Là au moins ça tombe jamais en panne. Ceci dit, il ne faut pas jeter le sextant par terre ou le jeter par-dessus. Il y a toujours, dès lors que vous dépendez d'un instrument, il y a un risque. Ça peut se dérégler, ça peut. D'ailleurs, il vaut mieux. Il y a des techniques qui permettent de savoir quelle est l'erreur du sextant. À bord des bateaux, ils ne s'amusaient pas, ou des avions, ils ne s'amusaient pas à régler leur sextant. Il y a toujours une erreur sur le sextant. Donc, ils partaient sachant que le sextant avait un quart de degré d'erreur. Non, c'est pas du degré, parce qu'un sextant comme celui-ci donne le 10e de minute d'arc. C'est pas mal, hein, un instrument qu'on tient à la main, un 10e de minute d'arc, c'est assez précis. Donc ça, c'est un instrument qui doit dater des années 80. Depuis, on les fait en plastique. Donc ça devient des pièces de musée, tout simplement. On peut m'en sortir. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, moi j'ai le temps. Je ne sais pas où on met le ciel. C'est vraiment tout pour un